Voilà, il est déjà 13h02 et nous sommes avec, bien sûr, Iman. Bonjour Dani. Bonjour à tous. On va parler dans un instant de la femme potomitan. Oui, avec deux invités de marque. Deux invités, présentez-les. Donc Nathalie Babourage d'Oclaluna, plus précisément, qui est coach et écoféministe. On va parler de la femme potomitan aussi avec Livia Quero, qui est coach en sexualité, écrivaine. Coach en quoi? En sexualité. En sexualité. Eh oui. Bon, intéressant. Bon, donc, on y sujet passionnant qui arrive. On y revient dans un instant. Voilà. Alors, on va revenir aux femmes. Oui. Puisque je suis entouré de femmes aujourd'hui, comme toujours. Comme d'habitude. Oui, c'est pas de nouveauté, c'est pas de nouveauté. Alors, les femmes potomitan. Alors, je dis ça parce que j'ai fait un petit peu de recherche. Je savais déjà, les femmes potomitan sont un truc qui remonte de très longtemps. Tout à fait. L'époque de l'esclavage déjà, parce que les hommes étaient pratiquement écartés de la vie familiale et les femmes devaient toutes seules porter les enfants et assumer le ménage, enfin tout. Et ça a continué comme ça jusqu'à nos jours, puisque la femme potomitan, on en parle encore. Et aujourd'hui, par contre, il y a des femmes qui disent que potomitan, nous la savait ça. Oui, parce que ça a deux tranchants, en fait, deux aspects. On va pouvoir les aborder ensemble. Donc déjà, merci d'être là, mesdames. Je vais vous représenter parce que je pense que c'est important de le faire. Donc Nathalie, qui est donc ancien médecin militaire qu'on a déjà reçu sur le plateau, coach écoféministe, auteur d'un livre Devenir sa propre médecine, éditrice, ou je ne sais pas comment on dit, éditrice de podcast, on dit ça? C'est éditrice? Créatrice de podcast. Créatrice de podcast qui s'appelle Danser avec le chaos. Voilà, qui a fait récemment un One Woman Show qui a eu beaucoup de succès avec une deuxième date. Et Livia, donc, qui est coach en sexualité et en résolution de trauma. Aussi autrice de 3 livres et éditrice d'un podcast aussi autour de la sexualité sacrée. C'est ça. Je peux lui poser une petite question? Oui, bien sûr. Non. C'est quoi une coach en sexualité? C'est quoi exactement son job? En fait, ça dépend. Il y a plusieurs spécificités. Mais par exemple, moi, j'accompagne essentiellement des femmes qui veulent se sentir plus à l'aise, épanouies, en joie dans leur sexualité. Et dans mon cas, souvent, elles ont eu des traumas. Uniquement les femmes, pas les hommes. Personnellement, les femmes. Mais après, il y a des coachs en sexualité qui s'occupent des hommes, des couples, des femmes et des hommes. C'est assez vaste, en fait. Je travaille avec quelques hommes, mais c'est essentiellement des femmes dans mon cas. Mais ça pourrait être des hommes aussi. Bien, c'était pour bien cadrer le job. La parenthèse. On va revenir parce que c'est vrai que l'aspect du corps, je trouve, est importante à prendre en compte parce qu'on n'est pas qu'un esprit, aucune âme, on est un corps. Et d'être un peu dans une harmonie ou en tout cas dans un alignement de ces 3 entités, pour moi, c'est important d'en parler. Et c'est aussi pour ça que Livia est là. Tout à fait. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on c'est une femme potomitan? C'est vrai que Danick en a parlé. C'est un mot qui vient du créole haïtien. Oui. Voilà. Qui d'abord identifiait le centre, la colonne vertébrale du temple sacré où il y avait une communication qui se faisait avec tout ce qui est invisible, imperceptible. Et la femme était initiée à des pratiques religieuses en lien avec le vaudou pour communiquer avec les esprits, très clairement. Enfin, voilà, avoir tout cet aspect sacré et divin. Voilà. Donc, c'est resté et maintenant, on l'associe à quelque chose de pilier du foyer, la personne centrale sans qui rien ne se passe en fait, qui est un peu décisionnaire de tout ce qui se passe, à la fois les activités quotidiennes, les grandes décisions de vie, etc. Donc c'est quelque chose qui est, comme tu l'as dit, lié à notre histoire. Et dans un premier temps, ce serait intéressant de se poser la question, peut-être Nathalie, de comment était la femme perçue avant l'abolition de l'esclavage, peut-être avoir, je sais que vous n'êtes pas historienne, mais peut-être avoir un regard sur l'avant. Et qu'est-ce qui a changé avec l'esclavage? Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas historienne, mais je m'intéresse énormément à notre histoire de l'humanité parce que clairement, ça a un impact sur notre santé, sur notre manière de nous relier à notre corps, sur les traumas qu'on porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment est-ce que des schémas qui datent de plusieurs millénaires sont encore ancrés en nous aujourd'hui. Il y a même des études scientifiques qui montrent en fait que dans notre ADN, si on le mesurait, on pourrait avoir des signes de trauma de nos arrière-grands-parents. Ah bon? Ouais, pour dire à quel point c'est hyper présent en nous. Et moi, je m'en rends compte avec les femmes que j'accompagne ici en Guadeloupe et en Martinique aussi d'ailleurs.
concept de femme potomitan. Moi, je l'ai découvert en arrivant en Guadeloupe il y a 6 ans maintenant. Et on va dire que de manière très synthétique, avant l'esclavage, en tout cas dans les peuples, notamment d'Afrique ou même d'Asie, moi je suis d'Inde et c'était pareil, la femme est au centre, en effet, de la famille. On parle de société matrilinéaire. Et puis ce qui s'est passé avec l'esclavage, donc avec la colonie, il y a un système qui est créé avec l'homme blanc où on veut complètement déshumaniser les hommes et les femmes noirs. Les hommes noirs n'ont même plus leur place, en fait, dans le foyer. Et les femmes sont reproductrices de futurs esclaves. Point. Ce qui fait qu'il y a eu un moment donné où les hommes se sont complètement vus écartés, voire même ils ont vécu des traumas, en fait, de ne pas pouvoir assumer prendre soin de leurs enfants dans un modèle. Et les femmes ont dû tout faire. Et ça, finalement, c'est l'origine de cette appellation de femme potomitan. Et aujourd'hui, on le retrouve encore dans les sociétés aux Antilles et en Guyane. Les femmes qui ont à charge tout, de A à Z, de la famille, des enfants, du travail. C'est elles qui amènent l'argent, c'est elles qui décident de tout, en fait. Et évidemment, c'est hyper positif. Ça veut dire qu'une femme est capable de tout faire, mais la limite, et là je le vois chez les femmes que j'accompagne, c'est un burn-out, en fait. On ne peut pas, en tant qu'être humain, prendre soin de soi et d'une famille et, j'ai envie de dire, d'une communauté, sans être épaulé. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce sujet, de comment on va déconstruire ça. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Comment est-ce qu'on décolonialise ça, puisque Exactement. ça vient de cette colonialité. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, on parle aussi du mythe du viol fondateur. C'est Frantz Fanon qui en parlait, qui a un peu construit en fait la société comme elle est actuellement. Et le fait que les hommes soient voulages est lié aussi à tout ça parce que le mariage n'était pas autorisé entre esclaves. Et du coup, ça a créé un trauma. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Oui, et ce que dit Nathalie est très très vrai. C'est-à-dire que les traumas sont transmis par le corps et souvent de génération en génération. C'est transmis par l'ADN, mais aussi de façon inconsciente. On va transmettre de mère en fille, de père en fils, des petits comportements, des façons d'être, des choses, voilà, des petites choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont s'ancrer dans le corps. Donc, moi, ce que je vois avec ce sujet de la femme potomitan qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un moment où peut-être, en fait, elles n'avaient pas le choix. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe des choses, tienne la maison, s'occupe des enfants. Et d'un point de vue plaisir, il n'y a aucune place au fait d'avoir du plaisir, aucune place au fait d'avoir ses propres besoins remplis. Parce que quand on parle de ce thème aujourd'hui, il y a vraiment la notion de je fais tout, je porte tout, j'ai une certaine autorité aussi, donc c'est bien, c'est moi qui prends les décisions, mais et moi alors? Qui prend soin de moi, qui s'occupe de moi, qui remplit mes besoins? Et comme tu disais, c'était vraiment bien de faire ce récap. Quelque part, moi, ce que j'observe, c'est que encore aujourd'hui, c'est comme si les hommes étaient un peu mis de côté. Et du coup, on n'a pas vraiment un équilibre des forces. On n'a pas vraiment un équilibre de, ok, moi, je fais ça, mais j'ai aussi des besoins, donc j'ai besoin que ces besoins soient remplis. Et donc, on va mettre les hommes de côté sur certaines choses. Peut-être que, par exemple, moi, je vais prendre la charge de m'occuper des enfants et de la maison. Et du coup, lui, il va faire autre chose. Mais peut-être qu'en fait, j'ai besoin d'aide pour les enfants et la maison. Mais comme c'est tellement séparé, comme c'est tellement cloisonné, on n'a pas cet équilibre qui aurait pu avoir lieu. Et je trouve que, même si c'est bien... et je le vois, ma mère, elle est clairement comme ça, beaucoup de femmes dans ma famille comme ça. Même si c'est bien d'avoir cette place où tu es autoritaire, où tu prends les décisions, où tu mènes ta famille, parfois tu as juste envie de je sais pas, te reposer, t'amuser, prendre du plaisir et pas juste être là à tout tenir tout le temps. Et voilà, et je pense que ça vient du fait... Il y a clairement du trauma qui empêche aujourd'hui les femmes antillaises à prendre du plaisir. Ça, c'est sûr à 100%. Mais j'ai envie de poser quand même une question, une à Lydia et puis une à Nathalie. Est-ce que ce trauma atteint seulement les femmes ou les femmes et les hommes? Ça atteint les deux, mais pas de la même façon. Ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Par exemple, chez une femme, on va voir que se dire je vais prendre... 1 heure pour moi et rien faire, c'est très difficile parfois.
parce que tu vas te dire mais non, je peux pas, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et pour les hommes, il va y avoir parfois un sentiment d'impuissance. Alors, ce qui est difficile pour les hommes, mais ça c'est dans toutes les sociétés qu'on voit aujourd'hui, mais il y a énormément d'incitation à la performance. Il faut toujours performer, il faut toujours être fort, il faut toujours tout faire pour être bien, être solide. Et donc, on a des hommes qui ont du mal à être avec leurs émotions, qui ont du mal à être vulnérables, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à entendre les besoins de quelqu'un d'autre, qui ont du mal à entendre non. Et ça, c'est aussi parce que ça n'a pas été appris. On n'a pas grandi... Enfin, quand je dis je parle généralement, mais on n'a pas grandi avec une intelligence émotionnelle qui nous permet d'être dans des relations fluides tout le temps. On est en train de l'apprendre maintenant. Et donc ça aussi, je pense que ça vient à s'hériter. Quand on n'a pas eu l'exemple, on est obligé d'apprendre par nous-mêmes. C'est vrai que... C'est ça, on n'a pas de modèle. C'est ça. En fait, maintenant, on sera les modèles pour nos enfants. Je pense que c'est ça. Et ce dont tu parles, c'est vrai que c'est souvent l'équilibre entre sa part yang et yin, de pouvoir accepter, s'autoriser à recevoir ses émotions, à les vivre, etc. Et pouvoir être après dans l'action, ne pas être que dans l'action. Et souvent, les femmes potomitans, elles étaient obligées d'être surtout là-dessus. En s'oubliant complètement. Donc, c'est vrai que peut-être tu voulais parler d'une deuxième question. Je vais lui poser une question. Est-ce que les féministes, puisque Iman disait que tu étais féministe, s'opposent aux femmes potomitans et aux hommes? Pas du tout. En tout cas, dans ma définition du féminisme, les hommes aussi. Mais tu fais bien de poser la question. Moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant parce qu'on peut avoir cette croyance que les féministes sont contre les hommes, contre les femmes potomitans, et pas du tout. Pour moi, j'ai choisi cette définition parce que pour moi, être féministe, c'est que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités, la même visibilité et qu'on voit qu'on est différents et qu'on accepte qu'on a un corps différent, une physiologie différente et comment on fait pour être ensemble. Et je connais des hommes qui sont féministes. Heureusement qu'il y en a un, parce que sinon on s'en sortirait pas. Et après, il y a eu différentes vagues de féminisme. Depuis ces 100 dernières années. Et on va dire que les premières féministes, c'est vrai qu'elles avaient une tendance très guerrière et presque contre les hommes. Mais je pense qu'il y avait besoin de ça pour qu'on pose les choses et qu'on revienne sur les bases en termes de droits, tout simplement. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, par exemple, au Canada, que jusque dans les années 60, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire séparé. Ouais, c'est la même chose en France. C'est fou, quoi. C'était dans les années 60-70, quelque chose comme ça. Et donc là, je pense qu'il y avait besoin d'avoir vraiment une sacrée énergie yang pour dire attendez, là, il faut revoir le système. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu différentes vagues de féminisme. Et là, on est plus, en tout cas, moi, celle qui me parle, cette vague, on est dans une forme d'écoféminisme, c'est-à-dire comment je respecte la terre, la nature, et comment je respecte aussi les femmes, quel que soit mon genre. C'est ça. C'est vrai, du coup, ma question, tu as un petit peu répondu sur la perception maintenant de cet aspect potomitan, comment il a évolué dans le temps, parce que c'est vrai que ça a des valeurs qui sont associées, qui sont positives, je veux dire, courage, persévérance, résilience, etc. Maintenant, comment les femmes, enfin celles que tu suis en tout cas, comment elles perçoivent, est-ce que c'est forcément quelque chose de lourd, avec cette charge mentale qui est... peut-être invalidante au quotidien, ou bien est-ce que c'est autre chose en lien avec les traditions, perpétuer quelque chose, enfin je ne sais pas. Quelle serait pour toi la réponse? Oui, alors en fait, moi ce qui me passionne, c'est surtout dans des espaces, dans des cercles, qu'on peut avoir des espaces bienveillants et sécures où les femmes se déposent et elles enlèvent leur armure de femmes potomitan pour partager leur vulnérabilité. Là, c'est super beau, c'est très puissant en fait. Paradoxalement, je trouve que quand on est fragile, parfois on a une puissance. Et c'est grâce à elle que j'apprends au fur et à mesure et que moi, comme j'ai une grille de lecture de l'Ayurveda, cette médecine ancestrale qui vient d'Inde, pour moi, la femme potomitan, c'est la femme feu. Elle a vraiment cette capacité à puiser son énergie et à voir où est-ce qu'elle veut aller, à entraîner une équipe, toute une famille. Et en fait, c'est une vraie qualité. Mais en Ayurveda, quand il y a trop de feu, ça brûle. Et donc, elle va pas faire exploser sa maison, mais elle va brûler de l'intérieur. Et c'est là où, pour moi, toutes les maladies qui se terminent en IT, les inflammations chroniques, les troubles digestifs, l'endométriose. C'est pas anodin que c'est dans les Antilles que la fréquence d'endométriose est la plus importante chez les femmes par rapport à la métropole. Pour moi, c'est une empreinte de mémoire transgénérationnelle, en fait.
Les femmes qui portent comme ça de génération en génération un utérus qui a été traumatisé. Et donc ce qu'on essaye de faire, quand les femmes ont touché ça et que ça leur parle, c'est ok, j'ai mon feu qui marche trop. Comment est-ce que je vais me connecter à mes autres éléments, mes autres ressources pour qu'ils prennent soin de mon feu? Et on a la terre, l'eau. Et ça, c'est par notre corps, justement. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment des ponts entre nos approches. Parce que moi aussi, je pense que la sexualité, se réapproprier son corps et notre capacité à être dans du plaisir, à créer du plaisir, ça va apaiser notre feu. Et pareil, on a aussi l'air, qui est notre capacité à penser et à bouger les choses, à innover, à essayer des nouveaux modèles, puisqu'on est en recherche de modèles comme on n'en a pas aujourd'hui. Et puis enfin, l'élément espace, qui est le 5e élément, c'est celui qui est un peu plus subtil à saisir. Et là, c'est les pratiques de méditation, de contemplation, qui nous permettent de ralentir, en fait, et de laisser un terrain pour que nos éléments puissent se rééquilibrer. Donc c'est un peu comment est-ce qu'on aborde... Tout à fait. Donc, utiliser les élémentaux, en fait, à notre service, c'est pour pouvoir se reconnecter sur les différentes sphères, comme tu l'as dit, terre, eau, feu, pour que ça soit un peu plus harmonieux, en fait, et que l'un puisse venir nourrir l'autre, c'est ça. Et du coup, tu gardes finalement les qualités de la femme potomitan, mais sans les inconvénients, et tu crées de l'espace pour qu'éventuellement, un homme, si tu es en couple, il puisse trouver son espace aussi, parce que c'est ça qui est difficile chez les hommes. Ils sont en souffrance aussi, parce que même ceux qui ont envie de prendre leur place de père, d'homme, ils n'ont plus l'espace. Parce qu'énergétiquement, la femme a tellement eu l'habitude de tout gérer qu'elle ne peut plus laisser. C'est un signe de danger, en fait. Donc ça veut dire que même si l'homme voulait être potomitan, il ne peut pas l'être. Non, c'est mort pour lui. C'est plus possible pour lui. Non, je rigole. Il y a des hommes qui croient qu'ils sont potomitans, mais... Ah bon, ils croient et ils ne le sont pas. Je rigole. Quand même, ça a évolué quand même, Livia. Non, en fait, je pense que là vers où on va et là où j'aimerais qu'on aille, c'est vraiment un équilibre des forces et que ce soit même plus forcément une question d'homme ou de femme, mais de personnalité. Parce que, par exemple, je vois que moi, je vais être quelqu'un qui... Je sais pas, je vais être quelqu'un qui tient mon entreprise, qui... Tu vois, je vais gérer beaucoup de choses comme ça, mais je ne suis pas forcément celle qui tient la maison. Mais ce n'est pas grave, parce que chaque personne, dans notre couple, chaque personne va prendre la part qui est naturelle pour lui ou pour elle, plutôt que de dire il y a des rôles figés parce que tu es un homme, parce que tu es une femme, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je pense que si on prend la personnalité de la personne et on se dit qu'est-ce que toi tu fais déjà naturellement, qu'est-ce que toi tu fais déjà avec quoi tu es à l'aise et qui justement va pas te causer de burn-out, de fatigue, mais qui est quelque chose où tu es OK de t'impliquer. Je trouve que ça, c'est vers là que je pense que... Enfin, c'est là où j'aimerais qu'on aille. Mais pour rebondir sur ce que Nathalie disait, j'ai bien aimé ce que tu disais sur les éléments. Ça m'a fait penser à comment nous, on travaille sur les traumas. C'est que quand tu as, par exemple, cette tendance à beaucoup faire, à faire trop, dedans, il y a beaucoup de contrôle. Et il y a beaucoup d'urgence aussi. On n'a pas le temps de ralentir. On se dit, si je ralentis, tout va s'effondrer. Et l'urgence, c'est un trauma transgénérationnel, c'est-à-dire que je pense qu'on est descendant d'esclaves notamment, on a ce truc de je ne peux pas ralentir, sinon je vais potentiellement mourir. Et moi, je sais que je l'ai senti en moi, ce truc de si je ralentis, on va me rattraper. Enfin, ce n'est pas du tout rationnel, mais c'est existant. Et le fait de ralentir peut être lié à une très grande peur de mourir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est rassurer le corps qui peut ralentir, qui peut s'ouvrir, qui peut aller dans ses émotions, que rien de grave ne va se passer. Je peux lâcher et ça ne va pas s'effondrer. Mais ce n'est pas forcément facile. Ça peut prendre beaucoup de temps de se dire que c'est bon, je peux prendre une pause et tout va bien se passer. Ou bien je peux laisser un peu de ma place et quelqu'un va m'aider. Ça aussi, c'est pas facile de se dire que si je suis pas là, quelqu'un peut m'aider. Et en fait, ça peut prendre du temps de se rassurer, de se dire j'ai pas à tout tenir. Si je lâche un peu, ça va pas s'effondrer. Mais c'est une peur qui est potentiellement très ancrée. Donc ça prend un peu de temps pour apaiser ça. Mais ça s'apaise, ça peut s'apaiser. De prendre le temps, la lenteur, d'accepter aussi que l'autre puisse aider. C'est ça. L'autre, en fait. Ou bien la communauté, la famille.
moi, je sais pas comment vous le sentez, mais moi, je sens que parfois, on a cette envie de tout faire tout seul. On se dit, il faut que j'y arrive tout seul. Si j'y arrive pas tout seul, c'est un échec. Qu'on soit un homme ou une femme, on se dit, je dois trouver la solution. Or, les humains sont pas faits pour faire les choses seuls. On est fait pour être interdépendants, pour être en communauté. On est fait pour être soutenus. Et ça aussi, c'est un peu le biais du colonialisme, parce que c'est du capitalisme, en fait. Ce côté où l'individualisme, on fait tout seul, ce n'est pas naturel chez les humains. C'est quelque chose qui nous a été... Enfin, c'est un conditionnement. Et donc, partir de ça, quitter ça et se dire, je peux avoir plusieurs ressources, je peux avoir plusieurs personnes qui m'aident, et je peux du coup prendre du temps pour moi, ça se construit. Mais je pense que ça bouge un peu. Et on parlait du fait qu'on a du trauma qui vient de nos ancêtres, mais ce qui est beau, c'est que quand on soigne, nous, nos traumas, nos parents, nos grands-parents aussi, ils sont apaisés. Je le vois dans ma famille, plus nous, on va travailler sur nous, plus ça a un impact, en fait, pour les générations même avant nous, et bien sûr, après nous. Donc, voilà, j'ai de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, sinon on ne serait pas là en train d'en parler, je pense. Clair. Moi, je demande aux coachs, tous les trois, vous êtes coach, comment vous accompagnez des femmes qui ont encore dans la posture potomitan? Comment vous aidez à évoluer progressivement vers une sortie de ce concept? Parce qu'en fait, le thème du débat, c'est faut-il déconstruire ce concept? Alors, comment les coachs arrivent à déconstruire progressivement chez les femmes potomitan ce concept? Je vais bien répondre, mais je suis sûre qu'on a déjà un peu abordé. Oui, et puis surtout, réponse, mais... nos méthodes, elles se rencontrent, elles se croisent, et moi, c'est vrai que ça passe par le corps, puisque le corps garde toutes ses mémoires, et en petits groupes. Le fait d'être plusieurs, ça nous aide à... C'est des traumas collectifs qu'on a vécus, et donc de créer des espaces de guérison collective. C'est l'effet vraiment, c'est démultiplier, décupler, et donc dans des cercles, en fait. Moi, je propose des ateliers où on se connecte au corps, à travers de la danse. On se reconnecte aussi à cet espace qui a été vraiment traumatisé, violé, qui est le ventre de la femme, pour qu'elle puisse ressentir cette fameuse sécurité dont tu parlais, la sécurité intérieure, que même si on s'arrête, tout va bien se passer. On va le ressentir dans le corps plutôt que dans la tête. D'accord. Exactement. C'est passé par le corps, c'est ça, exactement. Ça résonne complètement parce qu'on travaille, on travaille pas forcément sur le même sujet, mais c'est une démarche similaire. Moi, mes clientes, elles viennent pour des soucis en lien avec la sexualité. Manque de désir, pas de plaisir, douleur, ce genre de choses. Et très souvent, ça va repasser par se réapproprier son corps comme étant... Mon corps, il m'appartient, il a le droit au plaisir. Rien que ça peut prendre un peu de temps. Et donc, du coup, on va s'éloigner du fait que je suis juste quelqu'un qui fait des choses pour les gens, je travaille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Et on va se rapprocher du fait que j'ai un corps, j'ai le droit d'avoir du plaisir dans mon corps m'appartient. Et rien que ça peut prendre du temps. Et quand on va travailler sur les traumas, on travaille aussi beaucoup... par exemple, je vais sentir dans mon corps où est-ce que j'ai des tensions quand j'ai envie de ralentir mais que je peux pas, quand je veux prendre du plaisir mais je peux pas. Et je vais essayer de sentir dans mon corps où est la tension, où est le blocage, est-ce que je peux l'apaiser. Dans le cas du soin des traumas, c'est quelque chose d'assez lent, pour être honnête. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais plus je me sens en sécurité, comme on disait, de ralentir, de me dire, OK, ça va, je peux prendre ce plaisir, je peux prendre du temps pour moi, plus je vais pouvoir le faire dans mon quotidien. Et puis, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des choses de notre quotidien qui nous déclenchent, qui vont nous créer des réactions, des réflexes. Et au fur et à mesure, on va apprendre à avoir des réactions différentes par rapport à ces choses-là. Et oui, et tout passe par le corps. Là, parce que tu peux comprendre des choses mentalement, mais tant que c'est pas intégré dans ton corps, tu vas toujours agir de la même façon. Ouais, c'est vrai. Moi, je constate aussi en danse. Je fais de la danse orientale, comme tout le monde sait. J'allais y venir. Donc, voilà, je suis directement connectée à cette zone qui peut poser problème en termes de sexualité, de rapport à sa sensualité, sa féminité. C'est vraiment le centre pour moi de tout, le bassin. Donc, les gens qui viennent, les femmes qui viennent, elles sont souvent en difficulté par rapport à ça, elles ne se sentent pas à l'aise. Il y a comme si le corps est à côté et en fait... Il y a un blocage. Oui, c'est au-delà du blocage, c'est-à-dire c'est dissocié en fait. Mon corps est complètement quelque chose, une entité différente de moi en fait. Donc c'est de pouvoir revenir et de le rassocier. Alors la danse, c'est un outil extraordinaire. Après, il y a d'autres pratiques.
comme l'hypnose que je fais ou la méditation, etc. Et c'est bien de faire des ponts entre le corps, l'esprit et trouver des solutions pour débloquer en fait C'est ça. J'allais dire, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est comme si on était des têtes qui flottent. Voilà. On n'a pas... T'es une tête et tu flottes et ton corps, on ne sait pas... Voilà, on sait pas trop ce qu'il fait, mais juste ramener les deux et se rappeler qu'on a un corps qui nous appartient, c'est déjà très puissant. Effectivement. Alors, avant de passer à la prochaine étape, la femme polymitantelle contribue à l'émancipation et à la reconnaissance des femmes antillaises, on prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et la fin. La suite est fin. Bon, nous sommes dans le débat sur la femme polymitante avec 3 femmes. Iman qui a initié ce débat avec son invité Livia Kero et Nathalie Babouraj qui a un forfait ZCL. Et dans un instant, on va recevoir Emmanuel Barthes qui est artiste. Mais avant, il y a une question qui se pose, Iman. Oh oui, vas-y. Alors la question, je vais la lire parce que c'est vraiment, ça vaut le déplacement, comme on dit. Que révèlent les manifestations du désir de la femme antillaise, Livia? Que révèlent les manifestations du désir de la femme antillaise? Vous avez 4 heures. C'est clair. 2 heures. Allez. J'aurais tellement à dire. Mais vas-y, dis un peu quand même. Je pense que... Alors, je ne peux pas généraliser parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de chaque femme. Parce qu'on ne peut pas faire de la femme antillaise un groupe... voilà, c'est pas un groupe homogène, elles sont toutes différentes. Mais ce que je vois, c'est une envie que leur plaisir prenne plus de place, que leur plaisir ait plus d'importance, qu'on les écoute, qu'on les chouchoute, qu'on prenne du temps pour elles. Enfin, il y a vraiment... parce que j'ai une grosse partie de mes clientes qui sont antillaises, et il y a vraiment un ras-le-bol à être mise de côté, quoi, à ce que leur plaisir soit pas important, à ce que leur plaisir soit mis de côté. Donc, de l'homme égoïste, quoi, c'est ça? En fait, l'homme égoïste est non éduqué, pour être honnête, parce que c'est souvent, il n'y a pas d'éducation sexuelle, donc... Mais je dis quelque chose quand même. Dis-moi. Est-ce que l'éducation des hommes, c'est pas les femmes qui font cette éducation? Non, attends, tu crois qu'on n'a pas déjà assez travaillé sur ça? La charge mentale, déjà, on fait Non, ça. parce qu'en fait... Non, mais qui éduque nos enfants? Tout le monde. Les deux, normalement. Les deux, mais finalement... Pour moi, l'éducation sexuelle, c'est une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si tu veux être un homme qui fait plaisir à une femme, tu dois apprendre, toi, comment faire plaisir à une femme. Et si tu es une femme qui veut prendre du plaisir et donner du plaisir, tu dois aussi, toi, décider d'apprendre. Mais nous, on ne peut pas tout le temps apprendre aux hommes comme... souvent, en fait, le truc qu'on voit souvent, c'est il y a des femmes, surtout les jeunes femmes, vont attendre que les hommes leur enseignent la sexualité. Sauf que, très honnêtement, ils en savent pas grand-chose. Je suis désolée, messieurs, mais statistiquement, voilà. Et donc, ça va être une sexualité qui est très... masculine, avec de la pénétration, des choses qui font pas forcément plaisir aux femmes. Et là, ce que je dirais que les femmes antillaises veulent, c'est que leur plaisir soit pris en compte, que leur place soit pris en compte, qu'on prenne soin d'elles. Je suis à peu près sûre que la plupart adoreraient aussi l'exclusivité. Je le dis parce que c'est un problème, mais je passe le message parce que c'est tellement commun. Et non, mais tu m'as demandé, je dis, les désirs de la femme antillaise sont multiples. Mais je pense que juste prendre en considération... C'est pareil pour les hommes, ils aiment bien l'exclusivité aussi. Oui, mais ils l'ont plus souvent. Hein. Tu penses pas? J'ai pas les statistiques. Alors, deuxième partie. Et du coup, alors, l'écriture... Est-ce que le fait d'écrire un peu, ça permet de libérer et la parole et cet aspect en fait de... Je pense oui, parce que moi personnellement j'écris depuis longtemps et avant de devenir coach en sexualité et avant d'admettre que la sexualité c'était un sujet qui m'intéressait, j'écrivais sur la sexualité en cachette. Et je le disais à personne. Oui, c'est vrai. C'était tabou. C'était complètement tabou et c'était tellement tabou que je réalisais même pas que c'était un secret. Ça m'a mis du temps. Il y a une amie qui m'a fait, mais il n'y a pas un truc que tu... Parce qu'on parlait d'une nouvelle direction que je voulais prendre. Elle me fait, mais il n'y a pas un truc que tu fais que personne ne sait. Je me dis, je sais pas. Elle fait, tu sais que j'écris des histoires érotiques. Elle me dit, t'es sérieuse? Et en fait, je l'ai fait en secret pendant des années et personne ne savait. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était tabou pour moi, mais qu'en même temps, j'avais des choses à dire. Et donc, on va avoir des femmes qui expriment, mais qui osent à peine mettre les mots sur papier. Mais quand tu les mets sur papier, tu commences déjà à être un peu plus proche de ton désir, un peu plus proche de ce que tu as envie. Donc oui, ça peut complètement aider. C'est pas encore publié, tout ça. Si, j'ai plusieurs livres qui sont publiés. Mais il faudrait qu'on en parle. Il faut me réinviter. Il n'y a pas de problème. Alors, dernière question, puisqu'on va devoir se quitter pour ce premier débat.
est-ce que finalement, à la place du potomitan, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce qu'on déconstruit, on détricote, on met autre chose. Qu'est-ce qu'on met à la place? Je sais pas, on disait la collaboration, l'écoute des besoins de chacun, l'écoute des limites de chacun, la co-création. Les femmes et les hommes multifacettes. Voilà, le fait qu'on n'ait pas tous un rôle qui soit déterminé, mais que chaque personne puisse déterminer ce dont elle a besoin, ce à quoi elle peut contribuer, quelles sont ses limites. Parce que j'ai remarqué que quand on est potomitan, on a beaucoup de mal à dire non, on a beaucoup de mal à faire respecter ses limites. Non, je disais peut-être la femme écologique pour elle-même. C'est ça. Voilà. Écologique pour elle-même. Oui, parce que si c'est écologique pour toi, du coup, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton environnement, en fait. Donc, c'est clair. Il faut, dernière chose, il faut que les femmes potomitan changent un petit peu l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Oui. Mais parce qu'il y a encore des femmes potomitan. Il ne faut pas croire qu'on a fini l'émission, il n'y aura plus. Mais après, pour qu'elles puissent changer l'éducation de leurs enfants, il faut qu'elles-mêmes puissent se sentir à l'aise de changer. D'où le Parce rôle que tu du peux coach. tu peux transmettre que ce que tu peux vivre toi-même. Exactement. Merci pour ce deuxième débat. Jamais deux. 103. 103. Alors, 103, on t'attendra.